vais vous raconter mon histoire en suivant les photos que j'ai choisies ici. Donc le 24 septembre 2022, j'étais une jeune fille de 25 ans et qui s'apprêtait à courir son premier semi-marathon pour lequel je m'entraînais depuis un peu plus de 2 ans. J'étais une sportive régulière, j'avais jamais eu de problème de santé, j'avais même eu l'occasion de faire une échographie cardiaque et un électrocardiogramme quand j'étais adolescente, euh, quand j'avais choisi l'orientation de mes études. Donc rien, absolument rien laissé imaginer ce qui allait se passer donc le 25 septembre 2022 pendant cette course. Donc pendant la course, mes souvenirs sont un petit peu flous, mais les souvenirs que j'ai, c'est que ça se passait bien, que je prenais du plaisir à courir. Au dernier kilomètre, j'ai retrouvé 2 amis à moi qui étaient venus pour m'encourager. J'ai échangé quelques mots avec eux. Et puis la suite, c'est eux qui me l'ont raconté. Je me suis arrêtée, je me suis assise et puis j'ai perdu connaissance. Mes amis et les spectateurs, ils ont d'abord cru que je faisais simplement un malaise vagal, mais ils ont rapidement compris, en voyant que je respirais plus, que c'était plus grave que ça et qu'il fallait agir vite. J'ai eu la chance parce que dans le public autour de moi, il y avait un infirmier, un médecin urgentiste. Donc ils ont commencé la réanimation avec le massage cardiaque. Et il y a des personnes qui ont pu appeler les secours et il y a un secouriste du marathon qui a pu venir très rapidement. Et donc on m'a donné un choc externe avec un défibrillateur en moins de 5 minutes, ce qui fait que j'ai été réanimée très rapidement. J'étais au bon endroit au bon moment. Je mesure la chance que j'ai d'avoir été sauvée ce jour-là, puisque pour rappel, le taux de survie à un arrêt cardio-respiratoire en dehors de l'hôpital, il est inférieur à 8%. Donc c'est vraiment très peu. J'ai fait quelques heures de coma, puis voilà, je me suis réveillée, j'étais sous le choc de l'annonce de ce qui s'était passé. J'ai passé 5 jours à l'hôpital, j'ai fait beaucoup d'examens et ils n'ont pas permis d'identifier la cause de cet arrêt cardiaque et j'ai toujours pas d'explication aujourd'hui. À la suite de ça, on m'a implanté un défibrillateur sous-cutané Boston Scientific au cas où ça se reproduise. Et puis on m'a dit de rentrer chez moi et de reprendre une vie normale. Sauf que quand on a 25 ans, qu'on vient de se faire implanter un défibrillateur et qu'on se retrouve chez soi avec plein de questions sans réponse, c'est pas facile de reprendre une vie normale. Je me suis demandé pourquoi ça s'était passé, est-ce que ça allait se reproduire, est-ce que ma famille était à risque, est-ce que j'allais pouvoir avoir des enfants. C'est pour ça qu'à mon échelle, j'essaie de soutenir la recherche pour ma famille et puis pour mes 2 petites sœurs qui font beaucoup de sport aussi. C'est assez difficile de ne pas avoir d'explication et de se dire qu'on ne peut pas prévenir un deuxième épisode ou qu'on ne peut pas détecter quelque chose. Physiquement, je me suis remise assez vite. Le plus dur, ça a été de refaire confiance à mon corps. Au début, j'avais peur quand je montais les escaliers, par exemple. Mais c'est revenu assez rapidement. Le défibrillateur, j'ai eu aucun problème à l'accepter. Au contraire, pour moi, c'était vraiment comme un ange gardien. Et ça me permet toujours aujourd'hui d'être capable de pouvoir dormir ou de rester seule et de me dire que je suis en sécurité. Par contre, émotionnellement, ça a été un peu plus difficile toute la première année. Et bon, aujourd'hui, j'essaie d'en retirer le positif et de mettre mon énergie et ma motivation pour essayer de sensibiliser les gens autour de moi à l'importance des gestes de premier secours qui sont primordiaux et qui m'ont sauvé la vie. Moi, par exemple, je pense que j'étais pas assez sensibilisée à ça et que j'aurais pas forcément été capable de réanimer quelqu'un si ça s'était produit sous mes yeux. Donc, j'ai suivi une formation de 40 heures de secourisme en milieu éloigné, comme vous pouvez voir sur la photo en février, avec Dominique, qui n'est autre que le secouriste du marathon qui m'a réanimée. Donc, j'ai pu suivre une formation avec lui. En avril, j'ai rencontré, sur la photo en bas à gauche, j'ai rencontré toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ma réanimation et donc qui ont participé à la chaîne de survie. Et c'était un moment super fort parce que j'ai pu les remercier. Fin avril, j'ai quitté mon travail et je suis partie faire un road trip en van avec mon copain pendant 4 mois et demi, pendant lequel j'ai fait un peu plus de 2000 km de randonnée dans les parcs nationaux. Et ça, c'était important pour moi. C'était un projet qui m'a permis de me rendre compte que la vie continuait. Et c'est un petit message d'espoir pour les personnes qui ont vécu ou qui vivront la même chose. J'ai repris la course à pied il y a un peu plus de 3 mois, très tranquillement, mais quand même pour essayer de reprendre. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance de courir un semi-marathon et de franchir la ligne d'arrivée. Et les 2 dernières photos, c'était quasiment un an après, jour pour jour, où
fait un petit reportage avec Radio-Canada sur mon histoire pour sensibiliser les gens et j'ai rencontré le défibrillateur qui m'avait sauvé la vie. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère que mon témoignage était clair et intéressant. Merci beaucoup Marion. On va maintenant écouter Arnaud Fay qui va nous raconter son histoire et son vécu de cet accident. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Arnaud Fay, donc je suis originaire des Côtes-d'Armor, à côté de Saint-Brieuc. Donc j'ai 43 ans, marié, papa de 2 petites filles, 13 ans et 11 ans aujourd'hui. Donc moi ça s'est passé le 8 octobre 2017, donc à l'âge de 36 ans. Donc sportif depuis l'âge de 5 ans dans le football en fait. Donc voilà, pas de soucis particuliers. 3 entraînements par semaine, voilà, 36 ans, j'ai commencé à décrocher tout doucement le football pour me mettre à la course à pied. Donc le 8 octobre 2017, avant cette date, j'avais déjà couru 2 ou 3 semi-marathons, fait quelques courses nature, donc voilà, aucun souci particulier. Et donc arrive la date du 8 octobre 2017, le semi-marathon Touraine-Court. Je passe la ligne d'arrivée et puis plus rien. Donc voilà, donc je me suis écroulé après la ligne d'arrivée. Donc aucun signe avant-coureur non plus. 2 jours avant, j'étais en train de faire un test à l'effort chez mon médecin du sport pour valider mon certificat médical parce qu'en fait, je venais de m'inscrire au marathon de Paris. Parce qu'en fait, mon objectif était d'être un coureur en compétition, on va dire, donc relever des challenges, des défis. Sauf qu'en fait, le 8 octobre 2017, voilà, mort subite du sportif. Donc comme je vous l'explique, je vous le dis, en fait, aucun signe avant-coureur. Je me rappelle juste d'une chose, c'est de mon papa qui est au-dessus de moi, avec qui je courais et qui m'a dépassé dans les derniers kilomètres, qui me dit que je viens de faire un arrêt cardiaque. Donc voilà, donc je suis tombé comme Marion au bon moment, au bon endroit, parce qu'en fait je suis tombé devant la ligne de secours, donc réanimé directement par massage cardiaque et puis ensuite le défibrillateur. Direction Pontchaillou pendant 15 jours, où là la première semaine on essaie de reproduire un arrêt cardiaque en faisant des exercices d'examen sur le cœur. Donc tout s'est très bien passé, ça n'a pas marché. Enfin, du moins la reproduction d'arrêt cardiaque. Voilà, j'ai rencontré... donc là, on décide de m'implanter un défibrillateur parce qu'en fait, un cœur de sportif, tout allait bien. Donc j'attrape un staphylocoque durant cette période, donc je reste 15 jours en soins intensifs en attendant l'implantation du défibrillateur. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur François Carré ici présent qui m'a rassuré sur la reprise du sport parce qu'en fait moi c'était très important de savoir ce qui allait se passer par la suite. Donc ok pour la course à pied mais à allure réduite. Par contre le football terminé. Donc je rentre chez moi et pareil on me dit voilà, on vous implante un défibrillateur et on vous dit reprenez une vie normale. Bon. Donc, je rentre à la maison avec je retrouve ma femme et mes petites filles âgées de 4 ans et 6 ans à l'époque. Voilà, lundi, vous vous retrouvez tout seul. Hein, pas de case réadaptation cardiaque, tout ça. Donc moi, ça a duré un an où j'ai quand même bien galéré en termes... Parce que contrairement à Marion, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire au défibrillateur. Physiquement, j'avais du mal à monter les escaliers. À prendre une douche, ça prenait assis. Des choses de la vie quotidienne qu'on n'arrive plus à faire, surtout apprendre à vivre avec un corps étranger. Donc, au bout d'un an, j'essaie de refaire du sport, sauf qu'en fait, ça ne marchait pas. Donc j'ai eu la chance d'intégrer le centre Saint-Yves, la clinique Saint-Yves à Rennes, pour reprendre pendant 3 semaines la réadaptation cardiaque, sport, un peu de psychologie aussi, et puis tout ce qui va avec. Donc ça s'est très bien passé, suivi aussi psychologique, suivi par une psychologue pendant 2 à 3 ans quand même après. Et puis reprise
petit à petit la course à pied avec un certificat médical, mais pas en compétition, bien sûr. Et puis, j'ai eu la chance en 2022, pardon. Donc, étant donné que tout allait bien, donc suivi aussi par le professeur Schnell, ici présent en médecine du sport au CHU de Pontchaillou. Donc, voilà, je vais voir ma cardiologue et je lui dis, j'aimerais bien faire le marathon de Paris. Et là, elle me dit, OK, 42 km, c'est quand même un effort assez important. Donc, elle échange avec le professeur Schnell. Donc, je repars de chez elle, elle me dit, on va voir. Et au final, le mois d'avril 2022, j'ai eu la chance de courir le marathon de Paris pour la Fondation Cœur et Recherche, avec David Rosenbaum ici présent, qui m'a accompagné les 10 derniers kilomètres. Donc voilà, le rêve, pour moi, s'est réalisé, on va dire, 5 ans après l'accident. Et depuis, j'ai repris la course à pied, puisque j'ai le droit de la faire en compétition, mais sans me mettre dans le rouge, bien sûr. Donc j'ai fait le marathon de Guernesey l'année dernière. Le marathon de Paris, donc je l'ai fait en 4h13, Guernesey en 3h58. Et là, je prépare le marathon de Rome, donc le 17 mars. Voilà. Et donc, depuis, il me faut des objectifs pour avancer. Mais surtout, aujourd'hui, en termes de recherche, on ne sait toujours pas ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai deux filles aujourd'hui qui ont 13 ans et 11 ans. Et là, elles commencent à me poser des questions. Mais papa, est-ce que ça peut m'arriver Donc voilà, parce qu'elles grandissent. Et puis, elles sont aussi sportives. Danse, football, handball. Donc voilà, je suis donc aussi ambassadeur de la Fondation Cœur et Recherche. Je soutiens à 200%, même plus, la Fondation pour le projet Résoudre du professeur et puis essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé le jour-là. Est-ce que ça va se reproduire ? Parce que c'est vrai que j'ai repris une vie normale aujourd'hui, mais sans avoir quand même une pensée ou une arrière-pensée ne serait-ce qu'en compétition, quand on fait une course à pied, on passe la ligne d'arrivée, on prend le départ, est-ce que ça peut se reproduire ? On n'en sait rien en fait. La chance aujourd'hui, c'est que depuis, ça va faire 7 ans en fin d'année, jamais eu de séquelles ou disons que ça ne s'est jamais reproduit. Donc voilà, pour la petite histoire. Merci. On remercie très chaleureusement Marion et Arnaud pour leur témoignage qui est très émouvant. On n'a pas prévu de questions, mais je vais quand même utiliser mon privilège de modérateur pour en poser une à Marion. Arnaud a dit qu'il a eu un suivi psychologique. Est-ce que vous avez bénéficié d'un suivi psychologique ? Et est-ce que ça vous a aidé ? Et vous ? Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Bonjour à tous. J'ai trouvé vos deux témoignages particulièrement émouvants. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait passé la ligne d'arrivée et pas l'autre. Mais en tout cas, ça remet bien les choses en place. On est dans une discipline, une médecine, une discipline de plus en plus technologique. Moi, je suis un implanteur de défibrillateurs. Et vous nous avez quand même bien rappelé qu'au-delà du défibrillateur, il y avait tout le côté notamment psychologique, et que c'est vrai que dans cette médecine qu'on l'en fait de plus en plus vite, du fait des problèmes de lit ou de séjours qui doivent être de plus en plus courts, on oublie parfois l'essentiel de notre métier, qui est de prendre le patient globalement en charge. Et je trouve que vous nous avez donné une très très belle leçon. Je vous en remercie. Merci beaucoup à la Fondation Cœur et Recherche et à la Société française de cardiologie pour l'invitation. Merci à Marion et Arnaud pour leur témoignage assez poignant, je dois dire. Et vous allez voir qu'en fait, d'emblée, je vous le dis d'emblée, on va parler d'identification des sujets à risque, on va parler de réanimation. Et en fait, la troisième partie, on ne va pas en parler, et pourtant, vous avez vu à quel point c'est important, c'est la réhabilitation et l'aide au retour à la vie normale chez ces patients qui ont fait un arrêt cardiaque. Il y a différentes façons. Il y a deux façons principales d'éviter la mort subite pendant le sport. Eh bien, il y a le fait de tout faire pour diminuer
le risque d'arrêt cardiaque. Et puis, il y a en jaune, tout faire pour réanimer ceux qui ont fait un arrêt cardiaque. Et quand vous regardez un petit peu, on a la chance sur Paris de s'être organisé depuis maintenant des années avec Xavier Jouven qui en 2005 avait mis en place un registre national et francilien. Et là, on peut vous donner la photo globale de ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Ces 15 dernières années, vous voyez quand même qu'il y a une nette diminution du nombre de morts subites qui surviennent donc tous les ans en région francilienne, une population de 7 millions d'habitants. En fait, le message principal, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ce graphique relativement optimiste. Derrière ce graphique se cache cette réalité. C'est-à-dire que le nombre d'arrêts cardiaques pendant le sport qui surviennent chaque année est relativement stable. Vous voyez qu'il y a quand même, je ne dis pas relativement stable, je dis très stable. Par contre, la diminution du nombre de morts subites est simplement le reflet de l'augmentation de la réanimation. Donc oui, en effet, il y a des progrès énormes en termes de réanimation, et vous allez le voir, c'est absolument assez incroyable. Mais par contre, l'identification des sujets à risque, mais Frédéric vous en parlera après, bon courage, ça reste extrêmement difficile, extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est vrai que la grande majorité des arrêts cardiaques du sportif surviennent en population générale. On estime environ 800 000 cas, le nombre de morts subites du sportif par an. Globalement, c'est le sportif du dimanche, entre guillemets, qui aura un âge d'environ 50 ans. Et ces 95% qui surviennent en population générale contrastent un petit peu avec les 95% de publications que l'on a chez le jeune sportif de compétition. On a, je n'ai pas les détails des données françaises, mais on a quand même globalement, et c'est bien, encore une fois, le sport est bon pour la santé, il faut quand même le rappeler, on a une augmentation de la participation justement à ces sports de loisirs, et donc l'importance de la mort subite de l'athlète du dimanche est important. Le deuxième point, qui nous avait vachement surpris au départ, alors je sais que pour Marion, c'est un petit peu difficile de parler de ça, devant Marion, mais c'est qu'il y a quand même une minorité des cas qui surviennent chez les femmes. On a été très surpris en voyant nos données, 5%, et quand on regardait les autres données qui ont été publiées dans les 10 dernières années, regardez, c'est des chiffres très homogènes. Il y a véritablement un risque chez la femme extrêmement faible de faire un arrêt cardiaque pendant le sport. Et ce faible risque va bien au-delà. Ce n'est pas une diminution ou une différentielle de participation sportive. Quand on le rapporte aux millions de participants sportifs, on a ce risque très faible. C'est ce qu'on a retrouvé en Europe récemment, quand on a fait cette étude avec le consortium ESCAPNet. Globalement, on estime à 100 le nombre de femmes qui vont mourir subitement pendant une activité sportive en Europe par an. Les causes des morts subites, eh bien, chez le jeune athlète, elles sont connues. Les deux tiers sont liés à une maladie structurale, congénitale, une cardiomyopathie. Dans 20%, c'est une anomalie structurelle plutôt acquise de type myocardite. Et puis, dans 10% des cas, une maladie électrique. Attention à ce que ces camemberts chez le jeune athlète de compétition ne cachent pas la réalité de la population générale, qui est celle-là, qui montre bien que la maladie coronaire reste la cause principale de la mort subite du sportif. Et attention au message, parce que la vraie réalité, c'est celle-là, c'est qu'en fait, 80% des causes des morts subites du sportif restent inconnues. Donc oui, il y a une prédominance de maladies coronaires, mais en fait, le premier résultat à garder en tête, c'est que dans 80% des cas, c'est simplement une cause présumée. Il n'y a pas de cause certaine. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait plus d'autopsie, malheureusement. Plus d'autopsie, plus d'analyse toxicologique, plus d'analyse génétique, plus de prélèvements sanguins à l'arrivée à l'hôpital. Et donc c'est un véritable problème et François vous en parlera. Un autre point qui nous avait surpris en analysant les données nationales, c'est qu'il y a une disparité en termes de survie qui sont majeures. On l'avait vu, il y avait des départements qui annonçaient des taux de survie de 44% à la sortie de l'hôpital, alors qu'une majorité des départements avaient des taux de survie de moins de 10%. Et pourtant, il n'y a pas de différence, je peux vous garantir, entre les sportifs du Nord et les sportifs du Sud. La prise en charge préhospitalière est très standardisée et la prise en charge en réanimation est également très standardisée. En fait, la seule grosse différence qui existait entre ces départements, c'est quelle a été la réaction du témoin qui était présent sur le lieu. Est-ce qu'il a initié un massage cardiaque, oui ou non ? Plus de 90% des cas, le massage cardiaque était initié dans le département du Nord et de la Côte d'Or. À l'époque, il n'y avait pas énormément de défibrillateurs utilisés. Et pourtant, regardez, on atteignait quand même 44% de survie à la sortie de l'hôpital. Quasiment sans défibrillateur. Et quand on regarde les données d'Amsterdam, c'est exactement pareil. Mort subite du sportif, 90% de massage, 46% de survie à la sortie de l'hôpital.
sur exactement la même période. Et c'est vrai qu'en termes de réanimation, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur le premier graphe, on atteint maintenant des chiffres extraordinairement élevés. À partir du moment, et on a fait par exemple une étude chez le jeune athlète de moins de 35 ans, à partir du moment où il est massé vraiment sans délai et qu'on peut utiliser un défibrillateur qui est présent sur le lieu sportif, on a plus de 90% de survie à la sortie de l'hôpital. Des chiffres extrêmement élevés. Et enfin, on s'est quand même rendu compte que la mort subite n'était pas si brutale. La mort subite ne survenait pas de façon aussi subite que ce que l'on décrit. En fait, une fois sur deux, quand on va vraiment fouiller, on retrouve des symptômes caricaturaux. Encore une fois, principalement chez l'homme de 50 ans, qui représente la majorité de ces cas. On retrouve des symptômes cardiovasculaires assez caricaturaux. Et quand ces symptômes ne sont pas négligés par le patient, par le sujet, eh bien oui, on a un taux de survie qui est 7 fois supérieur parce que il a plus de chances de faire un arrêt cardiaque devant les premiers secours. Mais le fait que la mort subite ne soit pas si subite ouvre quand même l'opportunité de pouvoir agir éventuellement à temps et d'essayer d'identifier un petit peu, de façon un peu, on va dire, la signature électrique. Qu'est-ce qui se passe dans les minutes qui précèdent la survenue de cette fibrillation ventriculaire? Ça serait aussi également une façon de pouvoir réunir, d'une part, la prédiction et la prévention et la réanimation. Et je remercie encore la Fondation de nous aider à travailler sur ce projet de recherche. Alors la prévention, vous l'avez compris, la prévention, c'est le screening. Mais le screening, c'est difficile. La prévention, c'est aussi éduquer les sportifs à faire du sport comme il faut, éduquer les sportifs qui sont aussi citoyens à pouvoir être éduqués aux gestes qui sauvent. C'est de cette façon qu'on arrivera à mieux prévenir la mort subite du sportif. Et la mort subite du sportif, c'est bien d'en parler. C'est 800 000 cas par an en France, mais c'est aussi un bon moyen de lever un petit peu et de parler de la mort subite en général. Et j'aime bien ce papier qui date, il date, mais il est extrêmement intéressant. Regardez, sur une saison sportive, finalement, aucun arrêt chez les joueurs, 77 arrêts dans le stade chez les spectateurs. Il est vraiment temps de considérer donc, le défibrillateur comme un extincteur. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éloi. Est-ce que vous avez des questions pour Éloi Marijon? Je reviens sur le problème des femmes qui font quand même beaucoup moins de morts subites, enfin chez les sportives. Est-ce qu'on a des explications physiopathologiques pour expliquer cette différence? Non, c'est difficile. Il y a déjà, donc, même si on se soustrait du taux de participation, il y a aussi la façon de faire du sport qui est probablement différente chez l'homme et chez la femme. Ensuite, on peut trouver une série d'hypothèses plus physiopathologiques. Il y a notamment, on trouve quand même des publications sur des différences hommes-femmes sur les récepteurs bêta-adrénergiques, sur un tonus vagal qui est quand même différent entre l'homme et la femme, qui peut jouer un rôle. Mais pour l'instant, ça reste tout à fait très difficile de savoir quelle est la cause de ce faible risque. Oui, prenez un micro, s'il vous plaît. Oui, vous dites qu'il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'autopsie, on peut peut-être comprendre, mais il n'y a pas d'examen sanguin, il n'y a aucun examen post-mortem. Donc on n'a éventuellement aucune analyse génétique qui pourrait indiquer qu'il y ait des facteurs favorables. On ne fait pas ça pour des raisons de coût ou de méthodologie? Non, c'est une bonne question. Non, malheureusement, non. Quand on voit le nombre d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers hospitalisés qui arrivent vivants en réanimation et qui vont mourir dans les 8 jours qui suivent, on se dit, donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 8 jours? Donc, on s'est occupé de l'hémodynamique, j'avoue, mais les 2 prélèvements, les 2 tubes sur EDTA, c'est deux tubes de sang simples qu'on préserve en air ambiant, ne sont jamais prélevés. Il n'y a pas d'autopsie non plus. Il y a moins de 3% d'autopsie en milieu intra-hospitalier. Donc c'est un véritable problème. Ouais, si je me peux permettre de répondre, parce que j'ai une femme qui est anatomopathologiste, donc qui fait des autopsies régulièrement. C'est un problème aujourd'hui de personnel médical pour réaliser des autopsies de manière systématique. Ce n'est pas dans la culture française, c'est vrai. Quand vous allez dans les pays nord-européens, c'est systématique. Mais en ce qui concerne les autopsies, c'est un problème je dirais aujourd'hui, de moyens tout simplement humains
d'anatomopathologistes qui sont pas disponibles. Humain et philosophique, parce que même quand on propose une imagerie post-mortem, il y a aussi des difficultés d'acceptation qui sont enfin, c'est compliqué. Mais enfin, il y a un problème humain et aussi maintenant de compétences, parce qu'on n'a plus d'anatomopathologiste qui connaissent le cœur. Alors c'est dans les recommandations européennes, hein, les recommandations sur la mort subite qui ont été publiées il y a 2 ans maintenant. C'est une classe 1A, donc c'est vraiment le niveau. Il faut faire une autopsie chez la mort subite du sujet jeune, et fortiori sportif, et il faut faire des analyses génétiques. C'est recommandé aussi au niveau français, mais il y a un problème d'éducation, je pense, encore à travailler dessus, parce qu'on est toujours dans un contexte extrêmement émotionnel et difficile, et je crois que ça fait partie... Maintenant, les SAMU ont quand même de plus en plus des checklists quand ils arrivent et qu'ils sont sur une mort subite. Maintenant, ça va devenir, je pense, de plus en plus systématique, mais il y a encore du travail. Il y a une question, et puis après, question Michel. brève, Éloi, juste sur le registre et le nombre de morts subites par an. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de sportifs du dimanche qui font du sport comme ça et des arrêts qui sont survenus au cours d'une compétition? Compétition représentait à peu près 5% de la population. Merci. Michel. J'avais un commentaire peut-être un peu long sur les différentes questions là, qui sont arrivées. Depuis environ une dizaine d'années, on explore d'une façon assez invasive tous les patients. Et la mort subite du sportif, il faut juste comprendre que ce n'est pas une entité spécifique, c'est une mort subite survenant dans des circonstances catécholergiques extrêmes, avec souvent des caméras, etc., qui font qu'on en fait une particularité, mais d'autres activités que le sport pourraient évidemment donner à niveau catécholergique ou d'extrême fatigue la même chose. Tu as raison d'insister évidemment sur les CPVT, les longs QT, les cardiomyopathies qui sont les causes principales. Par contre, on a bien avancé dans l'histoire des morts subites inexpliquées et on pense avoir une bonne partie de la solution sur ce travail qui est actuellement mené avec tout un groupe de tous les hôpitaux français, des hôpitaux européens, etc. En fait, ces patients, quand on les explore, des morts subites de sportifs, d'abord on constate que l'Isuprel est un excellent test d'induction qui est très supérieur en sensibilité à ce que fait par exemple l'adrénaline ou ce que fait l'épreuve d'effort. Donc c'est un test qui permet de déclencher de l'arythmie avec des formes répétitives ou pas, qui nous donne exactement par la morphologie l'endroit pathologique VD, VG ou les deux. Et quand on explore ces patients, on constate qu'ils ont des micro-altérations myocardiques avec 2 régions particulières. Et ces micro-altérations, elles sont invisibles à l'IRM. Et on a même fait des IRM 9.7 Tesla pour les patients décédés, où on ne trouve pas d'anomalie, alors qu'on sait qu'électriquement, elle existe. Donc je veux dire qu'on est à un niveau d'altération myocardique qui est plus électrique, ou alors peut-être que des systèmes comme l'écho ultra-fast ou des IRM très sophistiqués pourraient montrer ça. Donc on pense que les morts subites du sportif, une fois avoir écarté toutes les causes que Éloi ou François évoquaient, sont des altérations microstructurelles. Et le dernier point, c'est que quand on compare hommes et femmes, il y a très largement, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes qui ont des micro-altérations. Donc je pense que, alors évidemment la question sera, comment va-t-on arriver à détecter ça? Et ça fait partie de travaux qui seront aussi lancés dans plusieurs hôpitaux français pour trouver les micro-altérations par un système, par exemple, body surface et des stimulations sympathiques. On est assez confiant dans ce type d'informations. Merci pour ce commentaire et merci à Éloi. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité sur ce sujet. Et puis j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les deux témoignages d'Arnaud et Marion. Enfin Arnaud que je connaissais déjà, mais c'est toujours aussi intéressant d'avoir une vision vraiment, votre version, quoi. Alors la première chose à dire, toujours quand on parle de mort subite, la première chose chez le sportif, c'est de dire que malgré tout, faire une activité physique régulière, c'est bon pour la santé. Et que même si évidemment que c'est important qu'on dépiste tout ça, ça reste quand même encore rare.
Alors pourquoi on s'y intéresse? C'est évidemment du fait de témoignages comme les vôtres, hein, évidemment que c'est important que ça n'arrive pas du tout et que ça ne se reproduise pas dans votre cas. Et on sait que, bah oui, chez les jeunes, être athlète expose à un risque supplémentaire par rapport aux non-sportifs que chez les jeunes, hein, puisque sur le long cours, évidemment, ça sera bénéfique. Or, qu'est-ce que ça va être mon plan? La première partie, c'est un peu reprendre, enfin, ça va être plus simple parce que Éloi nous a déjà bien raconté tout ça. C'est on a besoin de savoir de quoi meurent les gens pour pouvoir savoir ce qu'il faut rechercher. Et la problématique est surtout ce qu'il faut rechercher dans une population générale, hein, parce que pour chercher dans une population sélectionnée, on peut y mettre tous les moyens, mais dans la population générale, ça ne va pas être possible. Quand on dépiste, on va également voir que parfois, chez l'athlète de haut niveau, c'est difficile de savoir ce qui est normal et pas normal, et il ne faut pas commencer à trouver des maladies qui n'existent pas. Il faudra aussi bien stratifier le risque des personnes qui sont malades, parce que maintenant, c'est plus parce que vous avez une maladie qu'il faut arrêter toute pratique sportive. Et donc, il faudra savoir est-ce que ça peut récidiver. Il faudra savoir les traiter comme il faut, parce que ça aussi, ça fait partie de la stratification du risque. Et puis, il faudra ensuite conseiller au mieux les personnes sur une reprise ou pas de pratique sportive. Donc, je ne vais pas tout détailler, parce que je n'ai pas le temps, bien évidemment. Et donc, pour commencer, la première question, c'est ce que nous a dit Éloi. Hein. J'ai repris aussi son étude de 2015. J'ai repris un registre allemand. Effectivement, Arnaud et Marion, vous n'êtes pas ultra représentatifs dans le sens où les plus fréquents, ça reste quand même des gens beaucoup plus âgés, des gens qui sont avec quasiment que des hommes, alors que là, on est à 50-50. Et même si, évidemment, il y a beaucoup de cas non résolus à l'autopsie, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu le trouver sur un bilan complet, mais on est vraiment plutôt sur de la coronariopathie. Et donc, j'ai juste fait plus âgé, moins âgé. Et donc, déjà, comment on dépiste la coronariopathie? Évidemment qu'on ne va pas faire une coro à tout le monde parce qu'on parle de population générale. Et donc là, il faut, éduquer. Je pense qu'il faut vraiment une formation grand public parce que c'est pareil, tout le monde ne va pas voir son médecin pour ça. Mais il faut absolument, comme on a fait pour le tabac, sur la prévention de la sédentarité, les 10 règles d'or, il faut absolument tout ça, que ce soit bien connu. Et ça, je pense que voilà, ça, c'est quand même déjà bien fait par nos sociétés sur le risque, les symptômes, la prévention, les règles d'or, ne pas fumer avant de faire du sport, consulter en cas de symptômes, etc. Et puis ensuite, le médecin, il doit faire quoi? Il faut qu'il recherche les facteurs de risque cardiovasculaire de coronariopathie, qu'il interroge bien son patient et qu'il fasse déjà un bilan lipidique, parce que bien souvent, on nous les envoie pour test d'effort et il n'y a même pas une prise de sang avant. Donc, est-ce qu'il faut faire un test d'effort à tout le monde? Bien évidemment que non. Il va falloir cibler les gens à haut risque. Est-ce que ça va nous empêcher toute mort subite? Non, mais bon, si on dépiste des gens qui ont de l'ischémie et qu'on les traite, je pense qu'on réussit quand même à diminuer leur risque. Bon, je vais passer, mais le test d'effort n'est pas mort. Hein. Parfois, il fait mieux que la coronariopathie chez les patients angineux pour dépister les anomalies de la microcirculation. C'est sorti dans le JACC ce mois-ci. Est-ce qu'il faut faire un score calcique à tout le monde? Là encore, bien évidemment que non. On n'a pas la capacité d'aller dépister tout le monde, d'aller faire ce genre d'examen sophistiqué chez tout le monde. Il faudra bien sûr stratifier le risque. Surtout que là aussi, on a des grosses problématiques en termes de savoir qu'est-ce qui est normal ou pas normal, puisque les sportifs vétérans ont plus de plaques coronaires que les non-sportifs. Or, ils font moins d'accidents que les non-sportifs. Qu'est-ce qui concerne maintenant les athlètes jeunes? La première cause, ça c'est la mortalité, pas cardiovasculaire, c'est toute la mortalité. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte en santé publique. Les Américains meurent plus d'accidents de la route, de suicides, c'est quasiment autant que les problématiques cardiologiques. Et donc il faut aussi prendre soin de la santé mentale de nos sportifs. Et puis, comme cause sur des études autopsiques, on retrouve souvent pas la cause. Là, vous voyez, c'est quasiment 20% où on n'avait pas réussi à faire le diagnostic en anapath. Et c'est là où je pense qu'on va vous parler du dépistage génétique post-mortem qui aurait toute sa place là-dedans. Et peut-être que s'ils avaient eu un ECG avant, on aurait peut-être vu ce QT long ou ce Brugada qu'on n'arrivait pas à voir à l'autopsie. Alors, je sais qu'Éloi vous a présenté une étude tout à fait similaire et je ne l'ai pas mise parce que je veux être un peu optimiste sur le dépistage. Cette étude américaine montre que les gens meurent moins
sur leur période de 20 ans de suivi. Évidemment que c'est aussi du fait de la meilleure réanimation, mais dans leurs hypothèses, ils ont quand même mis que peut-être qu'ils les dépistaient mieux. J'espère que c'est un peu vrai. Pour la stratification du risque chez les jeunes, parce que là, on n'est plus sur de la on n'est pas sur la coronaropathie du sujet âgé, là encore, exactement la même chose que vous a dit Éloi, c'est que ça ne touche quasiment que des hommes. Alors c'est de la provoque, c'est pas du tout ce qu'on va proposer, mais c'est vrai que scientifiquement, ça serait pas si idiot de faire plus de dépistage chez les hommes que chez les femmes, mais je pense qu'éthiquement, c'est quand même assez compliqué. Alors, l'autre chose que j'ai voulu mettre, parce que souvent c'est un message qu'on nous donne, on nous dit oui, c'était encore une question ce matin, c'est oui, on parle de dopage, on parle des médicaments, on parle de tout ça. Ça, c'est une belle étude internationale où ils ont fait des prélèvements. Alors évidemment, des prélèvements toxicologiques s'ils avaient eu une autopsie complète. Et ils ont évidemment exclu les overdoses parce que ce n'est pas la question, mais ils ont regardé si les personnes qui font un arrêt cardiaque pendant le sport ont un profil différent de ceux qui ne le font pas pendant le sport. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les gens qui font un arrêt cardiaque pendant le sport, on leur trouve moins de toxiques. Toxiques, c'est soit toxiques récréatifs ou des drogues, des médicaments. Donc moins de choses comme ça. Donc c'est pas le dopage. Je dis pas que ça n'existe pas, mais il faut arrêter de dire c'est le dopage qui fait la mort subite chez le sportif. Et donc je vous ai mis un petit peu ce qu'on avait trouvé. Il n'y en a que 11 finalement sur tous ces sujets où on a trouvé un médicament ou une drogue à risque d'arrêt cardiaque. Donc c'est vraiment pas le principal message. Alors comment faire pour dépister ? Il faut interroger les personnes. Vraiment s'acharner à regarder le risque qui est familial, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles qui sont plus à risque. Évidemment, chercher les symptômes, faire un examen clinique, je pense que tout le monde le fera. Et je pense que maintenant, il n'y a plus à prouver que si on veut faire un dépistage, parce qu'on peut aussi dire qu'on n'en fait pas, que si on veut faire un dépistage, il faut faire un électrocardiogramme, parce que ça permet de retrouver des choses que l'interrogatoire ne permettra jamais de retrouver. Et puis surtout, on sait ce qui est physiologique, on sait ce qui est pathologique sur des grandes séries. Alors la grosse question, c'est faut-il faire d'autres examens ? Dans la population générale, non, il ne faut pas faire une échographie systématique. Pourquoi ? Pour des coûts de santé. C'est vrai que si on l'a fait à tout le monde, on va trouver des petites choses, mais notre système de santé n'a pas les moyens de le faire. Par contre, c'est pareil, là on n'a pas de question sur ce qui est physiologique ou pathologique, on sait faire la différence. Alors une des questions en cours, c'est à quel âge commencer le dépistage, parce que les recommandations françaises disent qu'il faut faire un ECG après 12 ans. Et ça, c'est une très intéressante étude anglaise qui montre, alors évidemment qu'il y a moins d'accidents à 10-11 ans qu'à 19 ans, mais n'empêche que quand on regarde si c'est au repos ou à l'effort, à 10-11 ans, les jeunes, les petits-enfants, ils meurent plus à l'effort qu'ils ne meurent au repos. Donc ça pose quand même des questions. Ne faudrait-il pas faire ça un peu plus tôt ? L'autre étude, c'est sur la répétition des bilans, puisque effectivement, il y a déjà une périodicité qui est recommandée au niveau français et européen, mais c'est toujours bien d'avoir des données. Vous voyez, évidemment, c'est rare. Ils ont trouvé 69 pathologies à risque. Ce n'est pas 69 personnes qui seraient décédées. Ce n'est pas beaucoup, mais n'empêche que quand on répète les examens, on a plus de chances de trouver quelque chose. Et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé quelque chose, on ne s'arrête pas là, parce qu'on a dépisté des gens qui sont un petit peu plus à risque, mais ils ne sont pas forcément à risque de faire un événement. Et donc, il va falloir faire le bénéfice-risque entre, OK, on l'arrête aujourd'hui, mais il va faire un infarctus quand il sera plus âgé, et donc il va mourir prématurément. Leur dire de faire une activité physique modérée qui sera finalement toujours le cas, ça sera toujours bon de le promouvoir. Et puis une des questions, parce que finalement c'était quand même la question d'Arnaud, c'est est-ce que je peux refaire le marathon, est-ce que je peux faire mon marathon pour aller à Paris ? C'est de stratifier le risque. Et je ne peux pas vous parler de toutes les pathologies, mais pour toutes les pathologies, on sait un petit peu, on n'est pas très bon, mais on a quand même des pistes. L'autre élément, pour diminuer... J'ai débordé un peu peut-être de la question, mais c'est toujours la stratification du risque. Quand on traite les gens, on diminue le risque. Je vous le montre pour le QT long. Quand on traite quelqu'un, c'est mieux. Et ensuite, on peut peut-être reprendre le sport. Et puis surtout, une fois qu'on a fait tout ça, dans la prévention des accidents, c'est guider le patient, puisque maintenant c'est un patient à qui on a trouvé quelque chose, le guider sur qu'est-ce qu'il peut faire, à quelle fréquence, quelle intensité, quel type, parce que
Arnaud, j'ai dit OK pour le marathon de Paris, mais je lui aurais pas dit OK pour faire de la plongée, passer ses niveaux de plongée. Ou s'il m'avait dit je veux faire de l'escalade en nature, j'aurais dit même si c'est rien passé, je sais pas si c'est forcément la meilleure des idées. Voilà, donc en conclusion, le sport c'est bon pour la santé. Oui, parfois il peut y avoir des événements. On a besoin d'outils de dépistage pour la grande masse des sportifs, avec des choses qui soient simples et pas ultra compliquées. Et je pense qu'on a quand même beaucoup d'outils pour diminuer le risque. Évidemment, hein, vous êtes vraiment des bons exemples, en tout cas pour Arnaud, que parfois, même quand il s'est passé quelque chose ou qu'on a cherché tout ce qu'on savait faire, on ne trouve pas. Hein. Donc évidemment qu'il faut encore faire des progrès en termes de recherche. Et puis ça, finalement, c'est vraiment le topo des lois qui le démontrent. Quand on n'est pas bon, si on échoue dans le dépistage, il faut absolument que la population soit formée aux gestes de réanimation et à l'utilisation des défibrillateurs qui, finalement, ont comblé les lacunes qu'il y avait eu dans le dépistage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. On a le temps pour une ou deux questions. Vous avez eu l'air assez réservé sur la pratique large de l'échocardiographie. Est-ce que votre point de vue s'applique aux athlètes professionnels? Alors, est-ce que c'est pertinent médicalement de faire une échographie systématique à tous les joueurs de Ligue 1 une fois, voire plusieurs fois par an parce qu'ils changent de club? La réponse, dont je suis convaincu, c'est que non, ce n'est pas pertinent médicalement. Ensuite, il y a une autre question, c'est est-ce que c'est un problème pour un club de Ligue 1 de payer 100 € pour faire une échographie alors que le salaire moyen est de 100 000 € par mois? La réponse, c'est que si ça rapporte quelque chose, oui, ça ne leur pose pas de problème. Donc je pense que c'est comme faire une IRM systématique. On pourrait très bien dire, aujourd'hui, toute personne qui fait du sport, on va lui faire un ECG, un test d'effort, une écho, une IRM. Sauf que le système de santé n'en a pas les capacités. Si ça faisait en 10 secondes en claquant des doigts, je vous dirais oui, puisqu'on trouve des trucs, évidemment. Mais en termes de population générale, qu'elle soit sportif du dimanche ou très haut niveau, je réponds médicalement, ça n'a aucun intérêt. Non, mais je parlais des sportifs professionnels. Ils ne sont pas plus à risque, c'est bien ce que vous montrez, loi, hein. Ils ne sont pas plus à risque, c'est juste qu'on en prend plus soin. Mais ils ne sont pas plus à risque, avec toutes les nuances évidemment que ça implique, mais la majorité des personnes qui ont un événement, ce ne sont pas les sportifs professionnels. Il y a une mesure de prévention que vous n'avez pas évoquée, comme la plupart des morts subites surviennent finalement dans les sports de loisirs, c'est d'éviter de faire du sport seul. Si, j'ai déjà fait ça une fois en blague, pour éviter la mort subite pendant le sport, arrêter le sport. Mais... Non, de faire du sport tout seul, d'être accompagné finalement, de faire du sport à deux. Parce que si on est à deux, on a peut-être plus de chances de... Oui, mais en fait... Alors, là encore, première diapo, c'est ça. Hein. La première diapo, c'est que c'est meilleur de faire une activité physique. Donc, si vous devez attendre d'être avec quelqu'un qui vous accompagne, on n'est pas sorti de l'auberge et les gens vont être sédentaires et, comme vous le dira François Carré, ils feront leur infarctus à 30 ans. Mais là encore, pour rejoindre la question sur les professionnels, évidemment que c'est... Eriksen, il a fait son arrêt en plein milieu devant plein de gens. Oui, ça s'est très bien passé. Hein, quand je fais faire un halter en situation à un footballeur professionnel, le médecin regarde, ah oui, je suis là, donc c'est bon. Mais je fais faire des tonnes de halters à des gens où je me pose la question du risque, où quand j'ai beaucoup de doutes, je leur dis, soyez accompagnés, mais je ne peux pas dire ça à tout le monde, sinon... En plus, il faut être accompagné par quelqu'un qui sait faire les manœuvres de réanimation. Hein, donc, ça Voilà, sinon après on va arriver tous à courir avec un défibrillateur sur le dos, quoi. Donc, on a une dernière question. Attendez qu'on vous passe le micro, s'il vous plaît. C'est pas une question, c'est juste une réflexion. Moi, je suis cardiologue mixte, hospitalier et libéral, et je suis effaré, je le dis tous les jours à l'hôpital, qu'en consultation, il n'y ait pas d'appareil d'échographie dans la consultation tout venant des cardiologues hospitaliers de chez moi. Et je sais que dans d'autres régions, dans d'autres hôpitaux, ce n'est pas le cas.
Et encore une fois cette semaine, en consultation, j'ai trouvé un mixome, par exemple, en libéral, alors que je ne l'aurais pas trouvé à l'hôpital parce que je n'avais pas d'appareil d'écho dans la salle de consultation. Alors, et moi, je sais que c'est dans plein d'hôpitaux comme ça. Alors, la première réponse est il ne faut pas que les gens aillent voir un cardiologue. Un électrocardiogramme de dépistage de la pratique sportive, ça ne doit pas être vous qui devez le faire. C'est pas possible. Il faut que ce soit le médecin généraliste ou le médecin du sport. Et clairement, c'est faisable. Nous, les gens qui font la capacité de médecine du sport en Bretagne, ils n'auront pas leur diplôme s'ils ne savent pas lire un ECG. Donc, ils sont bons en sortant. Ce discours de dire il faut faire une écho à tout le monde... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit j'ai l'écho. Je dis pas je fais une écho et je cote une écho. Je dis je regarde. Oui, mais on s'en fout. C'est pas possible. Vous pouvez pas voir tous les sportifs de France. Ce n'est pas possible. Et donc, si vous dites « je fais une écho à tout le monde », ça ne marche pas. Tous les gens ne doivent pas venir vous voir, vous, cardiologue, pour avoir le droit de faire une activité sportive. Enfin, nos délais sont... Enfin, je ne sais pas où vous êtes. On ne sait pas qu'il fallait faire un électro, hein, c'est depuis l'étude. Oui, mais les études aujourd'hui le disent que ça ne sert à rien. Ça, c'est une étude qui montre que... Qu'est-ce qu'on a dépisté avec $400 000 supplémentaires ? On a dépisté quoi en plus ? Rien. On avait 10 athlètes avec une CMH, on les avait dépistés sur le CG, et on avait 2 Wolf. L'écho ne sert à rien dans le Wolf. Donc non, c'est juste que les preuves montrent que ça ne sert à rien d'un point de vue coût économique. Alors après, on peut dire, moi je suis cardio, ça ne me prend pas de temps. Mais l'idée, c'est pas que ce soit le cardio qui fasse le CG, parce que sinon, ça bloque le système. Enfin, je ne sais pas quels sont vos délais. Et puis peut-être que même dans un monde idéal... en tout cas, moi, mes délais, ils sont à plus de 6 mois. Dans la région, en libéral, c'est quasiment 1 an. Si vous voulez voir tout le monde, ce n'est pas possible. Merci Frédéric. On va devoir avancer. Bravo. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je suis vraiment... super content de voir autant de monde dans la salle, parce que pour la Fondation pour le Cœur et Recherche, c'est une reconnaissance. Et vous l'avez vu, j'ai mis le logo tout simplement parce que ce que je vais vous parler, bien sûr, ce n'est possible que grâce à la Fondation, qui a été la première à croire dans le projet que j'avais proposé, à nous soutenir avec son conseil scientifique, et je tiens là vraiment très sincèrement à la remercier. Je remercie aussi, parce qu'il y en a parmi nous aujourd'hui, je le sais aussi, des donateurs, parce que cette étude dont je vais vous parler, c'était au départ 500 000 €. En fin de compte, avec 400 000, on doit s'en sortir. On est à 430 000 € quand même. Et moi, je connais beaucoup de donateurs qui ont vraiment donné parce qu'il y avait des problèmes dans leur famille. Et ça, je tiens vraiment à les remercier. Et puis vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que cette étude va commencer puisqu'nous avons eu toutes les autorisations administratives qui nous ont pris quelques années à obtenir. Ce qui rejoint ce qu'a dit tout à l'heure Éloi, pour faire des autopsies, ce n'est pas si simple. Alors tout d'abord... Le paradoxe du sport, je vous en ai déjà parlé, vous avez vu cette diapositive de Frédéric. Par moment, quand j'entends le mois de septembre arriver et la radio dire « vous allez reprendre le sport, faites attention », je me dis on marche sur la tête. On ferait mieux de demander un certificat d'absence de contre-indication à la vie sédentaire et inactive qu'un certificat de non-contre-indication au sport quand même. Le risque est beaucoup plus élevé. Alors là, je repasse, et tout ce que vous a dit tout à l'heure Éloi, même chose. Il faut que tout le monde sache faire le massage cardiaque et les gestes de réanimation. Parce que ce que vous a pas dit Éloi tout à l'heure, mais il le sait très bien, bien mieux que moi, c'est que quand vous vous effondrez dans la rue, ce n'est pas 90% de survie que vous avez de chance, c'est 7, 10% de survie. Donc, quand on veut, on a motivé les gens qui entourent les sportifs et tout à faire les massages, et ça marche. Alors, quand on revient sur les étiologies, je ne vais pas vous les détailler, mais je voulais juste quand même qu'on revienne un tout petit peu, parce que c'est pour ça qu'est partie l'étude Résoudre. Donc vous voyez, classiquement, à gauche, c'est les données de Laguerche, qui vous montrent qu'avant 35 ans, c'était les maladies congénitales et puis éventuellement génétiques. Et puis après 35 ans, c'est les coronaires. En fait, ça a changé. Suite à l'introduction que je vous ai donnée, aujourd'hui, la première cause avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde, même chez les sportifs. Changement de mode de vie. Et puis, à la partie droite de la diapositive, vous voyez qu'il y a des facteurs qui vont intervenir, la déshydratation, la libération de catécholamines, les modifications électrolytiques très importantes à l'effort, surtout quand on est déshydraté, les perturbations avec une acidose qui apparaît sur un cœur anormal. Et c'est de là que le trouble du rythme va arriver.
Donc voilà un petit peu les deux facteurs. Je passe très vite comme cause, on n'en a pas parlé, commotio cordis, c'est surtout les Américains qui les trouvent. Vous voyez, 0 à 5% de cas. C'est le choc sur un thérax un petit peu dépressif, c'est plutôt les jeunes généralement, d'une balle ou d'une crosse, un puck de hockey. Et à ce moment-là, ça va provoquer le choc, un trouble du rythme. Les modifications ont été assez bien montrées, mais c'est très rare. Et au moins, la cause, on l'a. Alors le dopage, Frédéric vous en a parlé, je suis aussi d'accord avec lui. Comme on le dit souvent, vous posez la question aux jeunes internes qui arrivent, quel est le sportif qui meurt en faisant du sport? C'est le jeune sportif de compétition dopé. C'est 90% des réponses. C'est faux, c'est pas le jeune qui meurt, puisque comme nous l'a dit Éloi, c'est l'homme de 45 ans, et dopé, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que de prendre des drogues ou de l'alcool ou de fumer juste avant de faire du sport, ça peut provoquer, surtout chez des gens qui sont un peu prédisposés, un trouble du rythme qui peut être mortel. Donc rechercher, faire le bilan toxicologique quand un sportif décède ou fait un arrêt cardiaque, ça ne semble pas choquant. Quelles sont les étiologies? Alors les étiologies, je vous reprends à peu près ce qu'on vous a dit tout à l'heure. On va plutôt se formaliser surtout sur les jeunes, puisque notre étude va concerner les jeunes, vous allez le voir. Et voyez, 56% des cas, les anglo-saxons parlent de syndrome arythmique de mort subite. Ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi il est mort, à part d'un trouble du rythme. 56%. Et il y a une autre chose là que n'ont pas souligné Éloi et Frédéric, mais moi qui me perturbe depuis très très longtemps, sûrement parce que je suis beaucoup plus vieux qu'eux, c'est pour ça que ça me fait très longtemps que ça me perturbe, c'est les hypertrophies ventriculaires gauches idiopathiques. C'est-à-dire qu'on trouve, vous voyez, 10% des cas, ici 14% des cas, les Américains disent 11 à 15%, des cœurs gros à l'autopsie, aucune anomalie histologique de CMH, et un papier récent sur 49 cas, donc ça vaut ce que ça vaut, ne montre pas de génétique anormale, de cardiomyopathie hypertrophique. Donc ce sont des cœurs anormalement gros et qui se compliquent. Est-ce que c'est dû à ça? D'une mort subite. Mais c'est important parce que notre étude va peut-être pouvoir aider à répondre à cette question. Alors je suis revenu un tout petit peu sur ce qu'apporte l'analyse génétique en cas de mort subite. Là, ce ne sont pas des morts subites liées au sport, ni des arrêts cardiaques liés au sport, c'est une population jeune, a priori saine. Et quand on met des bilans génétiques systématiques, eh bien on voit qu'à chaque fois, vous voyez, vous apportez à peu près, en gros, 30% des cas. Alors, dans certains cas, ils ont cherché simplement le QT long et le Brugada, etc. Vous voyez, c'était un article de 2013, donc qui date un tout petit peu, et on voit simplement qu'on apporte quelque chose en plus, mais ça, c'est la population générale. Ça, on ne l'a pas chez le sportif. Ça n'a jamais été fait chez le sportif. On va un tout petit peu plus loin. En 2017, un papier donc un peu plus tardif trouve dans la même population qu'on peut même arriver des fois, dans 50% des familles, rajouter 50% de diagnostics comparé à ceux qu'on n'avait pas fait auparavant. Et puis il y a aussi une phrase que j'avais trouvée très intéressante dans ce papier qui disait que dans les cas inexpliqués d'arrêt cardiaque, on peut trouver des variants pathogéniques de cardiomyopathie, ce qui ferait qu'il pourrait y avoir un phénotype arythmique qui serait précédé, donc arythmique, ça veut dire électrique, un phénotype électrique, peut-être que ça rejoignait un petit peu les idées de Michel Essaguer aussi, qui précédait l'anomalie phénotypique clinique. Donc en fin de compte, et c'est peut-être l'hypertrophie ventriculaire gauche dont on a parlé tout à l'heure, donc ça veut dire aussi qu'il y a cette piste-là qu'il faut quand même étudier. Et enfin, peut-être, et ça, cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Michael Papadakis, qui travaille avec Sanjay Sharma, qui avait fait un très beau topo comme ça, et son titre, c'était ça, « La mort subite n'est pas une fin ». En fait, c'est un petit peu ça. Quand on voit ce que nous a dit Éloi tout à l'heure, le décès qui survient, il n'y a pas de bilan de fait, il n'y a pas de prélèvement, etc., c'est la fin. Alors que non, il y a toute la famille. Et Marion l'a très bien dit, Arnaud l'ont dit, mes filles, mes frères, mes sœurs. Et là, on ne s'en occupe plus. L'arrêt cardiaque est arrivé, on a pris en charge la personne, elle est ressuscitée, mais les parents, nous, on a un cas à Rennes d'un décès chez un kayakiste dans le sommeil, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a quand même beaucoup d'athlètes qui décèdent dans le sommeil, au moins 40%, comme de non-athlètes d'ailleurs, la population générale jeune. Et le père, un kayakiste de très haut niveau, le père me dit, mais mon fils, c'est un des meilleurs Français dans une autre discipline. Est-ce qu'il doit continuer ou pas à faire le sport? Ben, je ne sais pas. Il a une autopsie, il n'a pas eu de prélèvement génétique. Donc on ne sait pas. On ne sait pas de quoi il est mort. Et le frère
Et surtout, les parents ne vivent pas parce qu'ils ont peur qu'il arrive la même chose. Donc tout ça, c'est important. Ça ne s'arrête pas là. Il va falloir savoir, expliquer. Vous savez, pour une famille, alors déjà, la victime, c'est très important, mais la famille aussi, si jamais la personne n'est pas réanimée avec succès, il est décédé, on ne peut pas vous dire de quoi. Vous avez fait la génétique? Ah non. Donc, on sait très bien qu'on a très peu de chances de trouver la solution. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette recherche génétique. Alors l'étude résoudre, en fin de compte, elle ne va pas résoudre tous les problèmes. Elle va essayer, peut-être, nous l'espérons, c'est une hypothèse, d'améliorer la détection, les causes de maladie, et au niveau de la famille, de proposer quelque chose qui va les aider. Donc c'est une étude multicentrique et prospective, qui est observationnelle, et qui va réunir 24 CHU métropolitains. Le but, c'est de prendre comme population les sujets qui font un arrêt cardiaque pendant une activité sportive. C'est donc pas forcément le sportif, parce que le sportif, quand on entend le sportif, c'est quelqu'un qui fait a priori beaucoup de sport. Donc c'est quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque pendant une pratique sportive. Des sujets entre 12 et 35 ans qui n'ont soit pas été réanimés avec succès, la réanimation ne s'est pas bien passée. À ce moment-là, on va faire une autopsie médicale classique. Là, on rentre dans les textes légaux. C'est avec les médecins légistes qu'on a pu tourner. Il faut tourner les phrases, donc autopsie médicale classique, avec une analyse centralisée pour l'analyse toxicologique et l'analyse génétique. C'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement prélèvement pour la génétique et prélèvement pour la toxicologie. Et puis les personnes qui ont été réanimées avec succès auront leur bilan complet habituel, et là aussi, on ajoutera le bilan toxicologique et génétique. La nouveauté que l'on va avoir, le bilan toxicologique va être assez large, ce sont les toxicologues qui ont choisi, et le bilan génétique, on va avoir la possibilité de faire la recherche sur tout l'exome. C'est-à-dire au niveau du génome, tout l'exome va être exploré et on va détecter toutes les anomalies, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait, en tout cas chez le sportif, ça c'est sûr. Donc voilà très rapidement le design. Vous voyez qu'on va former, on va commencer maintenant, puisqu'on a toutes les autorisations à former déjà les cardiologues des 24 CHU, les anatomopathologistes ou les médecins légistes. On va recueillir tous les renseignements de la victime et les gestes de secours réalisés, transfert à l'hôpital, avec une prise en charge, soit il y a eu une autopsie qui va être réalisée, il va y avoir bien sûr le bilan génétique et toxicologique qui vont être associés, et si jamais la victime a été réanimée avec succès, il aura tout le bilan, etc. Et là, c'est le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va être proposé ensuite. Les objectifs, je vous les rappelle très rapidement, c'est donc d'essayer d'améliorer les connaissances sur les causes des décès et surtout vérifier quel est l'apport de l'autopsie avec génétique et de l'autopsie avec toxicologie. Donc pour voir et montrer que ça apporte quelque chose en plus. Si on arrive déjà aux 50% qu'on trouve dans la population générale, c'est énorme. Ça fait la moitié pratiquement des causes indéterminées, si on y arrive. Et puis la deuxième chose, c'est si on découvre une anomalie génétique, à ce moment-là, on va proposer, avec une prévention qui va être codifiée par l'ensemble des services, bien sûr, une stratégie de détecter si, dans la famille premier degré, il y a la même pathologie. Et à ce moment-là, essayer de prendre en charge, si besoin, les personnes. Donc les messages à retenir, ce sont exactement les mêmes que ceux que Éloi et Frédéric. Il faut faire de l'activité physique, même quand on a une cardiopathie. Le tout est de faire la bonne activité physique. Les accidents dont on a parlé sont exceptionnels, il faut le redire. On ne connaît pas assez les causes des décès qui surviennent, des arrêts cardiaques qui surviennent lors du sport. Après qu'il y a un arrêt cardiaque, il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller un petit peu plus loin et se rappeler que la réalisation d'une analyse génétique ou toxicologique, les performances que ça va nous donner, vont nous aider à préciser les causes et surtout à répondre à la famille sur le diagnostic et sur la prévention à prendre avec les frères éventuels ou sœurs. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup François, non seulement pour ce projet très enthousiasmant, mais aussi pour ton enthousiasme depuis de très nombreuses années. Et je crois que tu as fait énormément avancer le domaine. Moi, j'ai une petite question dans ton étude sur les patients qui malheureusement vont décéder. Est-ce que vous avez prévu une imagerie systématique ? Vous avez parlé d'autopsie, mais est-ce que vous faites en parallèle une imagerie systématique Non, on n'est pas parti sur... pour ceux qui sont décédés, donc réanimés sans succès, on n'est pas parti sur l'imagerie systématique. Non.
Est-ce que vous avez des questions? Oui, Alain Tedgui, on va t'apporter un micro, Alain, sinon nos amis au bout ne vont pas t'entendre. Oui, même si tu as une grosse voix. Même si j'ai une grosse voix, oui, c'est sûr. Merci. Tu as parlé de l'exemple de ton kayakiste qui est sportif, mais qui est décédé pendant le sommeil. Et donc, je me demandais si c'est une entité qui existe ou qu'on peut catégoriser la mort subite du sportif en dehors de l'activité sportive. Parce que je pense que dans toutes vos études avec Éloi, quand vous parlez de mort subite du sportif, c'est pendant l'activité, hein, c'est ça. L'étude de Finocchiaro, l'italienne, c'était 61% pendant l'effort, 39% pendant le sommeil. Ah, d'accord. Dans l'étude, alors j'ai été surpris quand j'ai vu ça, c'est le premier Finocchiaro à avoir dit ça. Et je suis parti dans la population générale, c'est pareil, 40 à 45% des jeunes de moins de 35 ans qui décèdent brutalement, c'est pendant le sommeil. Mais dans l'étude d'Éloi avec Xavier, c'était pendant l'activité ou c'est tout c'est pendant l'activité? Oui, oui. Oui. Donc, là, pendant le sommeil, c'est pratiquement impossible parce qu'il va falloir faire l'interrogatoire, voir que la personne était sportive et tout. Ça va être compliqué. Ah oui, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on croit. François, concernant ta belle étude, là, juste une précision. Pour les patients qui décèdent et qui malheureusement décèdent avant d'arriver à l'hôpital, ils seront quand même pris en charge dans cette étude ou parce que souvent, ils ne vont pas à l'hôpital, ces patients? Alors normalement, ils vont être pris en charge. Donc nous, on est parti sur des conventions avec les CHU dont j'ai parlé et nous avons toutes les adresses de tous les centres hospitaliers généraux qui vont être au courant. Ça va être à ce moment-là à la région de le faire et on devrait pouvoir comme ça avoir, s'ils ne peuvent pas faire l'autopsie, à ce moment-là, on leur demandera de les adresser au CHU qui pourrait la faire. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que le SAMU transportera les corps, même si le patient Alors, on n'aura pas. On est parti dans notre hypothèse de victimes. On est parti sur la moitié, c'est 2 ans d'inclusion, et sur la moitié de toutes les victimes, pour être très modeste. Si on arrive à 80 victimes, on sera content. Mais si on en a 60, on le fera sur 60. Et puis voilà, comme c'est observationnel. Merci beaucoup. Dernière question, une seule, mesdames. Choisissez entre vous deux. Non, allez-y. Question courte, réponse courte. Ouais. Allez-y, toutes les deux. Bonjour, merci. J'avais une question finalement sur les descendants des familles qui ont un antécédent comme ça de mort subite. C'est chez les patients, les descendants en fait de patients avec un antécédent de mort subite. Je me demandais, dans l'attente des résultats de la recherche génétique, comme c'est finalement peu mis en pratique quotidiennement, est-ce qu'on a des choses qui sont proposées finalement aux descendants? Est-ce que le fait d'avoir un antécédent familial de mort subite est suffisant pour proposer des dépistages, des examens complémentaires chez des patients asymptomatiques? Est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Aujourd'hui, dans l'interrogatoire, la première question que je pose et que nous posons à quelqu'un qui veut faire du sport, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est décédé avant 50 ans ou une pathologie cardiaque héréditaire? Donc, il y a toujours un dépistage. Et dans ce cas-là, bien évidemment, de toute façon, ils sont pris en charge immédiatement, hein, dans les semaines qui viennent. Après, le résultat de l'étude du prélèvement est un peu plus long, mais là, ce sera fait dans les semaines qui suivra pour la fratrie du premier degré. Non, il y aura tout le bilan. Ils auront un électrocardiogramme, une IRM, une épreuve d'effort, etc. Je suppose que vous avez fait des études sur l'évolution de la fréquence de la mort subite au cours des dernières années. Est-ce que cette fréquence est stable? Oui, comme vous l'a montré tout à l'heure, Éloi, en fin de compte, on est à peu près pareil entre 2005 et 2018. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Pas plus ou pas moins de décès liés au sport qui soient rapportés dans ces différentes années, sur 13 ans. Je pensais finalement à l'augmentation de la consommation des stupéfiants, dont on sait qu'il y a des impacts sur le fonctionnement cardiaque. Pour vous répondre, il y a une grande interrogation qu'il y a que les Américains n'ont pas posée dans leur étude. En basketball de très haut niveau aux États-Unis, c'est un décès sur 3800 basketteurs, ce qui est énorme. Énorme. Donc, bien sûr, on pense bien sûr à la cocaïne, mais personne n'a de preuve pour le moment. On ne sait pas grand-chose, mais je crois surtout qu'il faut sauter de la tête que ce soit les stupéfiants qui font mourir les sportifs à l'effort. Non, je ne crois pas. Très bien, merci beaucoup François. Merci à tous pour votre participation.